Bonjour Fabrice Balanche. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en géographie à l'université de Lyon 2. Vous êtes spécialiste du Moyen-Orient. On vous a invité sur le plateau de Point de Vue parce que le 1er avril dernier, vous étiez en cours et puis soudain sont arrivées des personnes. On voit les images à l'écran. On va entendre un petit peu le son. Mais c'est pas la seule chose. Votre cours est interrompu par des personnes cagoulées, masquées, que l'on voit. Vous décidez de partir. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, donc 1er avril vers 15h, j'étais en plein milieu de mon cours sur le voisinage de l'Union européenne lorsque vous avez une vingtaine d'individus masqués, cagoulés, qui sont arrivés au cri de racistes, sionistes, c'est vous les terroristes, avec une banderole pro-Palestine. Et ils ont commencé à m'invectiver, me traitant de pro-israélien, de génocidaire, complice du génocide, pro-Assad, enfin, etc. Et ils voulaient faire mon procès, en fait, en public, parce que quelques jours avant, j'étais intervenu dans les médias, et notamment sur CNews, dans lequel j'avais expliqué que ce groupe voulait organiser des ruptures du jeûne, des iftars à l'université. D'ailleurs, ils l'ont fait. Ils l'ont publié sur leur site Instagram. Ils organisaient donc des ruptures du jeûne, parce que l'université leur avait octroyé une salle depuis mi-février, dans lequel également il y avait un coin prière. Et lorsqu'ils ont commencé à publiciser ces ruptures du jeûne sur les réseaux sociaux, appelant les musulmans de l'université à se joindre à eux, avec une femme voilée, avec un homme en habit islamique, l'université leur a dit que c'était pas possible. Alors dans un premier temps, la présidente de l'université leur a dit appelez ça un repas partagé et je vous laisse faire, et puis enlever aussi ces publicités à caractère islamique. Ils l'ont traité de raciste, d'islamophobe, et ils ont maintenu leur volonté de faire ces iftars à l'université. Donc on leur a fermé la salle le jeudi 27 mars et le vendredi 28, ils nous bloquaient le campus pour exiger une salle pour leurs activités religieuses, en traitant tout le monde d'islamophobe. Donc moi je m'étais un petit peu renseigné sur ce groupe, donc des journalistes m'avaient appelé, et c'est là que j'ai expliqué que c'était absolument inacceptable, que c'était une entrave, une atteinte à la laïcité qui doit prévaloir dans les universités, et ça leur a pas plu, donc ils sont venus interrompre mon cours. On sait qui sont exactement ces personnes. Ils sont donc vous dites une vingtaine. La majorité des étudiants ou À l'heure actuelle, je n'en sais rien. Visiblement, je ne sais pas où en est l'enquête de police, mais personne n'a été identifié, arrêté en tout cas. Alors sont-ils des étudiants ? Sont-ils Ce n'est pas tout à fait sûr. Des gens de l'extérieur ? Très franchement, je n'en sais rien. Ils étaient masqués. Ils occupaient une salle depuis 1 mois et demi à l'université, mais comme sur le campus, on n'a aucune caméra, parce que les caméras, c'est liberticide, donc on n'installe pas de caméras sur le campus de Lyon 2. Néanmoins, si ce sont les étudiants qui ont eu accès à cette salle, on peut imaginer que ces étudiants, ils sont connus, puisqu'ils ont demandé une autorisation pour avoir cette salle. Donc, j'espère, parce que vu comment on nous casse les pieds quand on veut organiser une sortie de terrain avec nos étudiants, attribuer une salle à un groupe autonome dont on ne connaît pas l'identité, il y a quand même un sérieux dysfonctionnement. Une enquête est donc ouverte, la police enquête. Oui, parce que j'ai porté plainte suite à cette interruption de cours, donc j'ai porté plainte à la police à Lyon, et une enquête est en cours. Une enquête est en cours. Vous sortez de votre cours. Qu'est-ce que vous faites une fois que que vous sortez de ce cours? Vous allez voir la direction de l'université, la présidente de l'université? Sur le campus de Bron, la présidente, elle est sur le campus du centre-ville, donc j'essaie de la joindre. Je vais dans le bureau du doyen, qui est mon supérieur hiérarchique direct, qui n'était pas sur le campus à ce moment-là. Donc j'appelle la sécurité pour signaler l'incident, mais quand la sécurité arrive 10 minutes plus tard, évidemment, tout le monde a disparu. Il m'indique comment faire un signalement sur la plateforme de l'université. J'appelle l'ancien doyen qui est un ami et qui m'explique la procédure. Puis ensuite, à 16h, j'avais un TD, donc je reprends. Donc vous enchaînez, j'enchaîne. Voilà, ouais.
Depuis, la présidente de l'université a parlé dans la presse. Elle a dit ne pas être étonnée que le blocage tombe sur ce collègue-ci en parlant de vous. Elle a dit également il faut qu'il trouve sa place. Qu'est-ce que vous comprenez de elle a dit aussi que ça l'étonnait pas que ça tombe sur moi, vu mes propos sur Gaza. Alors là, j'aimerais qu'elle m'explique quels sont mes propos sur Gaza. Jusqu'à présent, je n'ai eu aucune explication de sa part. Bon, évidemment, je travaille sur le Moyen-Orient, donc j'ai fait des analyses géopolitiques sur le conflit israélo-palestinien. Attendez, c'est pas des opinions personnelles, ce sont des analyses géopolitiques. Donc il ne faut pas confondre opinions personnelles. Sur le Moyen-Orient, d'ailleurs, je ne fais part de mes opinions personnelles à personne. Je ne produis que des analyses géopolitiques. Ensuite, elle a dit que j'avais eu des propos complotistes et délétères qui nuisaient à l'image. Elle dénonçait également des paroles, je la cite, affligeantes, complotistes, délétères pour l'université. De quoi parle-t-elle ? J'aimerais le savoir. J'aimerais le savoir parce que j'ai dit que c'était un groupe islamo-gauchiste, parce que j'ai dit qu'il y avait des prières qui se faisaient dans les couloirs de l'université Lyon 2. D'autres collègues, je les ai vus moi-même, et d'autres collègues m'ont confirmé qu'ils en voyaient aussi. Parce que j'ai dit que ce groupe, c'était pas juste un petit groupe de gauchistes qui faisaient leur crise post-adolescence, comme elle me l'a signifié, mais que c'était beaucoup plus dangereux que ça, que c'était de l'entrisme islamiste à l'université, en s'appuyant sur des groupes gauchistes, mais de plus en plus islamo-gauchistes, et non pas des gens qui avaient des revendications sociales, politiques, comme c'était le cas auparavant. Avant de revenir justement sur le climat qui règne à Lyon 2 et pour terminer avec la présidente, finalement vous vous êtes vus, vous vous êtes parlé directement ou pas encore, ce n'est pas le cas ou ce n'est que de presse à presse finalement? Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur m'a appelé rapidement pour me soutenir. J'ai jamais eu un coup de fil de sa part, ni même un mail de soutien. J'ai juste eu un mail juste après l'incident pour me dire que pour des raisons de sécurité, il valait mieux que je déplace mes cours sur le campus du centre-ville parce que à Bron c'était compliqué. Et j'ai refusé parce que pour moi c'était une désertion et je n'ai pas compris comment elle pouvait me proposer une chose pareille alors qu'il faut faire barrage à cet entrisme sur le campus. Le vice-président de l'université a démissionné hier. Il se déclare cible d'un harcèlement, d'une campagne de dénigrement public, je le cite, à propos de ses positions sur le Moyen-Orient. Lui non plus ne vous a pas soutenu. Non, il ne m'a pas soutenu du tout. Bien au contraire, il m'a enfoncé dans les réseaux sociaux en faisant la promotion d'un article de Blast, un journal sur Internet qui, à mon sens, est pire que Mediapart, et qu'il a conseillé à tout le monde de lire, parce que, soi-disant, il était beaucoup plus professionnel que les médias Bolloré, entre guillemets. Alors, évidemment, Willy Beauvalet, pour le citer, est vice-président de l'Université Lyon 2, était vice-président de l'Université Lyon 2, enfin, le numéro 2, en fait, de l'université. Pour le coup, lui, il a émis des opinions personnelles sur le Moyen-Orient, notamment fin septembre 2024, il fait l'oraison funèbre de Hassan Nasrallah, en expliquant qu'il devrait être au Panthéon. Ça interroge quand même. Effectivement, je le cite, le tweet du vice-président. Il a rejoint le Panthéon de nos cœurs, un des grands personnages de l'histoire. Pour rappel, le Hezbollah, c'est une entité terroriste. Tout à fait. Il faut quand même le dire. Donc ça frise quand même l'apologie du terrorisme. Je connaissais ses opinions sur la Palestine et sur le Liban. Donc, vu qu'en plus il était en charge du dossier, je n'avais guère de confiance dans la façon objective dont il allait traiter cette affaire. Après, j'ai vu effectivement sur les réseaux sociaux qu'il était conspué. M'a pas semblé quand même que c'était un torrent de haine. Est-ce qu'on peut appeler ça du harcèlement? Enfin, moi aussi, je reçois des messages de haine, des attaques, etc. depuis très longtemps. Je considère pas que je suis harcelé quand même. Fabrice Balanche, ce qui s'est passé le 1er avril dernier, est-ce que c'est pas un épisode qui est révélateur finalement d'un climat plus large en fait qui existe à l'université? Vous avez commencé à évoquer ce climat que vous vivez vous à Lyon 2.
Oui, bon, vous avez une domination dans beaucoup d'universités, de facultés de sciences humaines et sociales depuis des années, par la gauche, voire l'extrême gauche, et de plus en plus l'extrême gauche, le courant wokiste qui s'est épanoui dans ces facultés. Et lorsque vous ne suivez pas justement ce courant, eh bien vous êtes marginalisé, ce qui est mon cas. Vous parlez de laxisme en parlant de la présidence de votre université. Vous parlez aussi de déni, voire plus grave, de complicité pour certaines instances universitaires. Oui, parce que lorsque donc on organise cette rupture du jeûne à l'université, on commence par leur proposer un accommodement en disant ce sera un repas, appelez ça repas partagé et on ferme les yeux. Non, faut pas exagérer. Ils bloquent l'université. 27 000 étudiants se retrouvent bloqués à cause d'une vingtaine de personnes. Et tout ce que la présidente de l'université leur propose, c'est d'écrire ensemble une charte de la laïcité. Enfin, c'est pas des gamins de 6e. La charte de la laïcité, elle existe, il n'y a pas besoin de la réécrire, il y a la loi de 1905, il faut leur faire un rappel à la loi, il ne faut pas se mettre avec eux autour d'une table et écrire une charte de la laïcité. C'est de la naïveté, elle n'a pas compris à qui elle avait affaire. D'ailleurs, ils l'ont envoyé paître, ils l'ont traité d'islamophobe et de raciste. Ça représente, ces étudiants, ça représente quelle proportion parmi les 27 000 étudiants de Lyon 2 ? C'est difficile à dire. En gros, c'est toujours des petits groupes de gauchistes. Vous savez, 20 étudiants vous bloquent une université. Ils se posent devant l'université avec 2 poubelles. La sécurité arrive. La présidente déclare la fermeture administrative de l'université. Et puis, ainsi, si moi je vais quand même faire mon cours, c'est moi qui suis dans l'illégalité. Donc ces petits groupes de quelques dizaines de personnes peuvent vraiment vous bloquer tout le processus. Après, ils sont soutenus aussi par les syndicats étudiants, Solidaires, UNEF, qui sont représentés dans les conseils d'administration, qui vont voter pour l'élection de la présidence de l'université, qui vont prendre part aux délibérations sur le budget, etc., avec un pouvoir absolument démesuré par rapport à leur représentation réelle au sein de l'université. Mais comme vous avez moins de 10% des étudiants qui votent dans les élections universitaires, ces minorités peuvent tout à fait paralyser le système. Est-ce que néanmoins, des étudiants vous ont apporté un soutien ? Je pense notamment à ces étudiants qui, le 1er avril, suivaient votre cours. Oui, alors déjà, comme vous le voyez sur la vidéo, j'ai 4 étudiants qui se sont interposés parce que les autres étaient en train de me poursuivre et ils m'ont poursuivi un peu dans le couloir en hurlant balanche en dehors de notre fac. C'est vraiment la chasse aux profs qu'ils avaient organisée. Donc il y en a qui se sont interposés, évidemment qui m'ont apporté des messages de sympathie. J'ai eu aussi des messages d'étudiants, notamment d'étudiants juifs, qui m'ont fait part de la peur qu'ils avaient à venir à l'université. De fait de cette ambiance, de fait de leur appartenance confessionnelle et de la stigmatisation qui est faite, alors antisioniste, mais on sait très bien que quand ils vous accusent d'être sioniste, quand ils vous traitent de sale sioniste, ça veut dire sale juif en fait. Le député Gage en a encore fait l'expérience lors des manifestations récemment, et c'est pour ça que la loi sur l'antisémitisme à l'université qui est débattue en ce moment au Parlement est la bienvenue, parce qu'il faut absolument arrêter cet antisémitisme qui se cache derrière le vocable d'antisionisme. Alors cet incident très grave a suscité beaucoup de réactions, notamment celles des politiques. Je vous propose d'écouter Agnès Evren, la vice-présidente des LR. C'était au Sénat, c'était le 30 avril dernier. C'est une offensive concertée d'une extrême gauche intolérante et d'un islamisme qui teste tous les jours nos limites. Alors, Monsieur le Ministre, il faut en finir avec cet équilibrisme, et je le dis droit dans les yeux, il faut en finir avec cet équilibrisme et réagir avec célérité, avec clarté et avec force. Parce que nous n'avons que trop commenté la tête baissée et ça suffit. Maintenant, il faut agir contre ce nouvel obscurantisme qui met à mal les fondements de notre université et au-delà notre cohésion nationale. Je vous remercie. Merci.
On vient d'entendre Agnès Evren, elle parlait à votre ministre de tutelle, le ministre de l'Enseignement supérieur. Il vous a appelé, il vous soutient, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Oui, il m'a appelé, dès les premiers jours, il me soutient. Lorsque la présidente de l'université a fait cette sortie m'accablant, il a publié ensuite une interview dans le Figaro dans laquelle en fait il la recadre en demandant au président d'une université de soutenir les enseignants qui sont intimidés et non pas évidemment de les accabler comme elle l'a fait. Vous continuez vos cours ? Oui, enfin les cours aujourd'hui sont terminés. Là, on rentre dans la phase des examens, donc oui, je continue normalement. Vous serez à la rentrée prochaine à Lyon 2 ? Oui, normalement, j'espère, en tout cas. Oui. Je profite également de votre présence, Fabrice Balanche, pour vous faire réagir à cette nouvelle qu'on a appris ce matin. Le président syrien sera reçu demain par le président français. Ce sera pour sa première visite en Europe. Il faut parler avec le nouveau président syrien ? Parler, oui, effectivement. Je préfère qu'Emmanuel Macron le reçoive à Paris plutôt que ça soit Emmanuel Macron qui aille à Damas comme on peut aller à Canossa. Pourquoi ? C'est quoi la différence ? Parce que là, c'est le fait que le président français se déplace à Damas pour aller voir le nouvel homme fort de la Syrie, ça serait, je pense, quand même assez humiliant, connaissant le pédigré de cette personne. Ensuite, que lui fasse la démarche de venir en Europe, faire la tournée des capitales pour se présenter, pourquoi pas. Alors, il faut rappeler, ce président syrien est un ancien djihadiste, il a appartenu à Al-Qaïda pendant de nombreuses années. Il a tourné le dos à l'islamisme ? Non. Il a officiellement rompu avec Al-Qaïda en 2016, mais comme je l'ai expliqué dans plusieurs interviews, en fait, c'était une rupture tactique et non pas idéologique. C'était un moyen pour lui d'avoir du soutien militaire des Occidentaux dans le cadre de la guerre en Syrie. D'ailleurs, en fait, c'est lorsque le Front al-Nosra, dont il était le dirigeant, est devenu Hayat Tahrir al-Sham, HTS, qui est le nom actuel, qu'il n'a pas renouvelé sa loyauté, son allégeance à Ayman al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda. Donc ça n'a pas été une rupture, ça a été plutôt un éloignement, un divorce à l'amiable. Et Zawahiri a répondu il s'appelait à l'époque Abu Mohamed al-Jolani, donc à Shara aujourd'hui, oui, je comprends très bien que pour des raisons tactiques, vous ayez besoin de vous éloigner de nous, il n'y a pas de problème. Donc idéologiquement, il est toujours sur cette ligne islamiste radicale, mais comme il a besoin d'argent, comme il a besoin de la levée des sanctions, eh bien... Pour faire repartir économiquement la Syrie, oui, c'est surtout pour renforcer son pouvoir. Parce que pour unifier les différentes factions islamiques qu'il a autour de lui, eh bien, il a besoin d'argent pour les fédérer. Faire repartir l'économie, évidemment, du pays, parce que la population syrienne attend des dividendes de ce nouveau pouvoir. Et s'il n'est pas capable d'apporter les services minimums, forcément, il va y avoir de la sédition, il va y avoir des révoltes contre lui. Et ça a déjà commencé. Et donc des révoltes contre lui qui ont effectivement déjà commencé et qui peuvent le menacer de perdre le pouvoir, en fait, tout simplement. Oui, une partition du pays, un scénario à la libyenne n'est pas inenvisageable. Merci Fabrice Balanche d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les leçons de la crise syrienne, qui a reçu le prix géopolitique en 2024, et c'est aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous.